salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir je vous propose donc un petit podcast avec un invité comme d'habitude de marque, si je puis dire, au débeauté, parce que j'avais envie de le dire, fallait que je le lise au débeauté, donc petit podcast au débeauté, avec l'ami Jude Melon. Comment vas-tu ? Salut Romain, salut la compagnie, écoute ça va fort bien, en plus on va parler d'un film intéressant, d'un duo très passionnant, il me semble, que tu connais bien maintenant. Oui, je connais bien parce que je me suis fait un plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler, pour classer ça rapidement, on va parler de Synchronic, donc le dernier film donc de Aaron Moorhead et Justin Benson. Et pour le coup, effectivement, c'est dans la foulée, quand j'ai découvert il y a quelques semaines, j'ai pris le temps aussi de découvrir toutes leurs filmos. Alors on avait vu, et au passage, je tiens quand même à le dire, c'est grâce à toi et à Artopolis que j'ai découvert Justin Benson et Aaron Moorhead, grâce à The Endless. Oui, très bon film de 2018. Ouais, exceptionnel sur plein de choses. Mais je pense qu'on va y revenir parce qu'il y a plein de liens à faire entre les deux. C'est leur quatrième film au passage, puisqu'ils avaient réalisé donc avant, pour remettre ça dans l'ordre, un film qui s'appelle Résolution, qui est dont The Endless est la suite, puisque vous retrouvez tout un groupe de persos qu'on retrouve dans The Endless, qui étaient les personnages principaux de Résolution. Un deuxième film qui s'appelle Spring, qui est une très très belle histoire d'amour aux élans Lovecraftien, et qui est très très chouette aussi. Ça pourrait être cool de faire une série de podcasts sur leurs films à eux. Et puis donc pour les derniers, donc on aura droit donc à The Endless, puis à Synchronic. Et au passage, ils avaient fait aussi un court métrage pour VHS Viral, qui est cette anthologie de courts métrages found footage, qui a eu droit à 3 épisodes, et VHS Viral est le 3e. Mais le problème, moi je les avais découverts avant d'avoir vu ces films, et leur court métrage est vraiment pas terrible fondamentalement par contre. Mais c'est pas grave, tout le reste est très très bien. Donc on va en parler justement maintenant, puisque toi tu as découvert ça récemment. Moi ça va faire 2-3 semaines. Est-ce que peut-être on fait un petit topo sur le synopsis au demeurant ? Vas-y, je te laisse topoiser le synopsis. Ça te le dit pas, mais je trouve ça très joli comme verbe inventé. Eh bien moi j'aime beaucoup topoiser aussi, je trouve que c'est très, très poétique somme toute. Mais le film n'est pas des poésies, peut-être. Donc... Ah mais tout à fait. Et bon, on en reviendra plus tard. Moi, il me fait pleurer à des moments. Donc, oui, il m'a beaucoup touché pour beaucoup de raisons. Alors, pour rapidement faire le petit synopsis, mais finalement, l'histoire est assez simple et assez archétypale, assez mystérieuse, puisque c'est un film aussi. On a parlé on aura en même temps fait une discussion, une improcénie critique sur Gozu sur ta chaîne. Donc, c'est aussi un film assez étrange finalement, alors étrange différemment, mais étrange également. On suit donc 2 infirmiers. Donc ils sont interprétés par Jamie Dornan, qu'on avait vu notamment dans 50 Shades of Grey. Moi je l'ai pas vu personnellement là-dedans, mais oui. Alors tu n'es pas obligé de le voir, ne te force pas. Mais moi je trouvais ça cool parce que je me suis dit, finalement ce mec-là est un bon acteur. Quand il est bien dirigé, c'est un bon acteur. Mais c'est pas trop, il n'est pas trop mauvais dans 50 Shades of Grey. C'est le film qui était mauvais globalement. Et puis donc pour le coup, alors cet acteur, j'ai un trou de mémoire sur le nom de l'acteur qui joue donc son comparse et qui joue le héros. C'est Anthony Mackie, alias le Falcon dans le MCU, entre autres. Tout à fait. Ce personnage fondamentalement. Oui. C'est pas le même genre de film là. Ah non, on n'est pas du tout sur le même truc. Mais je trouve que c'est cool parce que aussi ce personnage-là, enfin cet acteur-là, pour le coup, je le trouve, malheureusement, le Falcon, je trouve qu'il est assez insignifiant ou pas très intéressant en tout cas dans les films du MCU. Je trouve que là, pareil, ça le met en avant. Et c'est un excellent acteur. Je trouve que tous les deux sont très bons. Donc ça se passe à la Nouvelle-Orléans et donc on a ces deux ambulanciers qui vont voir leur vie un petit peu bouleversée, leur quotidien bouleversé quand ils vont se retrouver confrontés à des morts extrêmement suspectes. Et qui vont être, au fur et à mesure de leur découverte de plusieurs cadavres, liés à une drogue très étrange qui s'appelle Synchronic, et qui va avoir des effets secondaires quand même assez particuliers, et qui notamment ramène à des questions temporelles. On va pas trop pour l'instant peut-être rentrer dans les détails, mais qui ramène sur des questions temporelles, finalement, qui envoient quelque part d'étranges et qui ont lien avec le temps, mais pour le coup avec l'espace et le temps, et plein d'autres choses, et c'est extrêmement intéressant et extrêmement fascinant. Donc je reste de manière un petit peu globale là-dessus, mais qu'en as-tu pensé ? Écoute, je vais te laisser commencer. Comment s'est passée ta première découverte et Alors, c'est un film. Alors c'est marrant parce que The Endless était déjà très Lovecraftien, une sorte de boucle et tout. Et là, on est encore dans un délire Lovecraftien. Donc, mais différent. T'as l'impression d'avoir un mix entre From Beyond de Stuart Gordon, et Stuart Gordon, c'est quand même l'un des réalisateurs majeurs Lovecraftiens, paix à son âme d'ailleurs, parce qu'il nous a quittés il y a pas si longtemps que ça. Un mix entre donc From Beyond et
à tombeau ouvert de Scorsese avec ses ambulanciers, secouristes qui parcourent la nuit, qui vont récupérer des jeunes là qui sont un petit peu mal en point à cause de la drogue, et pas que à cause des effets de la drogue, mais des blessures ou autres, on sait pas trop, c'est bizarre. Et t'as une ambiance particulière à la fois réaliste, puisqu'on est vraiment dans un monde plus ou moins urbain. Alors, urbain, marécageux, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, hein, à un moment, on sait pas trop au début, puis à un moment, on fait référence à l'ouragan Katrina qui a dévasté cet endroit 10 ans auparavant. Et c'est vraiment dans un truc drame social familial, parce qu'à un moment, il y a quelqu'un d'une famille qui disparaît, donc l'autre, il y a Steve, donc qui est joué par Anthony Mackie, qui est désespérément seul, qui en plus ne va pas très bien, hein, clairement, hein, il boit beaucoup, il y a d'autres problèmes malheureusement personnels qui font que sa solitude est encore plus profonde. Et on a ce mélange-là donc entre sorte de drame, pas vraiment thriller, mais pas loin en mode enquête, à la tombeau ouvert, mais différemment, parce que là il y a un peu plus de personnages, enfin on a 2 personnages principaux ici, et donc le côté fantastique donc de From Beyond, avec cette histoire de glande pinéale, sans en dire plus, qui permet de voir la vraie réalité au-delà du passé, présent, futur. Il y a un mélange là-dessus, parce que finalement le passé, le présent et le futur, c'est qu'une illusion, au moment c'est clairement ça. Et cette drogue qui permet donc de voyager plus ou moins dans le temps, à la recherche donc de réponses déjà, pour savoir pourquoi cette drogue et tout, qui est à la fois chimique et plus que chimique, organique, on va dire. Ouais. Et du coup, après, cette recherche, parce que bon, on peut, sans en dire plus, mais c'est pas vraiment un spoiler de le dire, ils vont quand même à la recherche d'une jeune fille qui a disparu, qui est très important pour l'un des deux, et peut-être la retrouver quelque part perdue dans le temps, et c'est assez fascinant. Après, le film a des petits défauts qui sont logiques, j'ai envie de dire, parce que c'est une histoire qui est assez simple. J'ai l'impression parfois que le duo Benson-Moorhead essaye de trop simplifier, tu vois ce que je veux dire? Ils nous servent sur un plateau certaines choses, au lieu de nous laisser un peu dans un mystère. J'ai l'impression qu'ils essaient de rationaliser leur monde assez fantastique. Et à certains moments, je suis là en disant, mais laissez-nous plus dans une forme de, tu vois ce que je veux dire? Oui. Plus dans, voilà. Et là, c'est vrai que ça se rationalise pas mal, tout en gardant quand même, bien sûr, une progression mystique quelque part, hein. Et t'as l'impression que le film est trop court. C'est un paradoxe, hein. J'en aurais bien pris pour une demi-heure de plus, avec plus de développement sur ces époques, sur comment on en arrive là. Ça me paraît très simplifié, le mode, tiens, on prend cette drogue, ça t'ouvre la glande pinéale que les jeunes adolescents n'ont pas encore formée, et comme apparemment Steve, donc c'est lui qui va voyager dans le temps, hein, le personnage d'Anthony Mackie, parce qu'il a des problèmes avec sa glande pinéale, il a une tumeur, hein, voilà. Et ouais, mais c'est pas ta gueule, c'est magique. On n'en est pas là non plus, mais tu vois, c'est très simplifié pour un truc qui aurait pu être encore plus, je trouve, fouillis dans le mystère, etc. Mais ça reste pour moi une composition de cinéma assez intéressante, qui est assez rare aujourd'hui. Ce côté science-fiction fantastique mélangé à une forme horrifique, il n'est pas poussé, mais il y a quand même des moments un peu gore, hein. On voit des corps démembrés et tout. C'est assez rare aujourd'hui au cinéma, et ils continuent leur petit bonhomme de chemin à nous présenter des films originaux, atypiques, et rien que pour cela, je trouve que c'est un film réussi. Ses petits défauts, mais qui nous attache aux personnages, à leur drame personnel, et avec cette quête assez temporelle, voilà, qui nous fait visiter des endroits assez spéciaux quand même, hein, quelque part. Mais ça, oui, et puis il y a une vraie régularité chez ces mecs-là. En fait, tu sens que pour le coup, ce sont des auteurs à part entière, parce qu'il y a toujours les mêmes thématiques sur cette question de l'amitié, ce genre de choses qui étaient déjà présentes dans The Endless. Enfin, pour le coup, ils étaient frères dans The Endless, mais qui fait forcément écho à Moorhead et Benson, qui sont deux individus qui sont extrêmement proches, qui sont deux amis très très proches. Et il y a toute cette question sur l'amour, l'amitié, etc. Et donc dans Spring aussi, Spring c'est plutôt une histoire d'amour, mais il y a ce côté très très intimiste en fait, qui est mêlé à une sorte d'horreur cosmique en fait. Et c'est pour ça, alors moi pour le coup ça me dérange moins. J'ai pas de, alors je veux dire entre guillemets, je sais pas si c'est ce que tu voulais évoquer vraiment comme émotion, mais moi j'ai pas de frustration, où je ressens pas un trop plein de rationalisation, parce que je trouve que finalement il y a peu de temps, effectivement le film est assez court, c'est vrai, et il développe pas vraiment. Le seul moment où effectivement il y a un petit peu de rationalisation, c'est quand il y a un des personnages qui se retrouve confronté à l'un des créateurs de la drogue, et qui lui explique un petit peu avec des petits dessins, des petits schémas comment ça fonctionne. Mais en même temps, je trouve que ça reste très très évasif, très très en surface. Et moi j'aime bien ce côté en surface, parce que je trouve que justement
ça laisse énormément de mystère, un petit peu comme The Endless où il y avait cette idée de ce monstre de cette créature Lovecraftienne pour le coup, qui gérait tout l'endroit où il y avait cette secte et qui créait ces multiples boucles temporelles et qui le faisait juste pour plaisir de voir les êtres humains souffrir dans ces boucles. Il y a pareil dans Résolution aussi, puisque l'idée de base de Résolution, c'est l'idée qu'on retrouve dans The Endless. Et moi, j'aime bien ce côté-là où il y a cette idée de confronter quelque chose qui est de l'ordre du très intime, donc effectivement de cette relation entre ces deux amis qui est très très proche, qui est extrêmement touchante, parce que il y a énormément d'amour entre ces deux personnages. Je trouve que les deux acteurs sont extrêmement bien dirigés pour qu'on ressente cet amour, mais cet amour qui va parfois se confronter à la haine, parce qu'il y a des non-dits, une souffrance de l'un qui veut pas justement ralentir l'autre par sa souffrance, par sa maladie, parce que il a sa fille effectivement qui va disparaître et qui veut pas l'alourdir avec ses propres problèmes. Donc il y a tous ces paradoxes, tous ces non-dits entre deux amis, et cet amour extrêmement fort qui s'établit entre les deux. Il y a cette histoire effectivement de famille avec le personnage de Jamie Dornan qui est avec Dornan qui est avec sa femme, etc., qui a des problèmes de couple. Il y a cette fille, leur fille qui disparaît. Et je trouve que voilà, il y a effectivement tout ce drame familial qui est encore une fois très très intime. Et je trouve que dans la manière de filmer, c'est intéressant parce qu'il est toujours extrêmement près. Ils sont toujours extrêmement près de leur personnage en fait, pour vraiment créer de l'intimité. Et à côté de ça, il y a cette horreur cosmique qui s'ouvre dès l'introduction, où vraiment l'introduction elle est intéressante parce qu'il y a l'intimité qui va se confronter à une sorte d'immensité où ils sont dans cette chambre d'hôtel, on a un couple et c'est un truc très intime, très fermé, c'est très proche d'eux, et soudainement il y a une sorte de paysage qui va s'ouvrir à la fois dans la chambre d'hôtel et à la fois dans l'ascenseur, qui crée une sorte d'immensité assez vertigineuse, et je trouve que c'est ça que j'aime beaucoup chez eux en fait. Ça c'est très Lovecraftien justement, quand l'imaginaire se fait immense, d'un seul coup on perd contact avec la réalité. D'ailleurs il y a beaucoup de plans, je sais pas si t'as remarqué, mais vers les étoiles, on a l'impression que il y a un appel des grands anciens, d'ailleurs c'est peut-être ça qui crée, c'est peut-être eux à distance qui gèrent le temps à leur manière. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, il y a aussi une très belle réalisation sur les transitions. Tu vois, les scènes, hop, par exemple, il va y avoir, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est pas forcément dans le film, mais il y a la lune dans le ciel, puis après on va avoir le regard du personnage derrière qui va se fondre dans la lune ou l'inverse. Et ça, c'est très intelligent parce que on voit les transitions, c'est un film de transition qui va nous donner d'une transition d'une époque à une autre, un retour à la réalité, retour dans le passé et tout. Après, quand je disais que ça essaie de rationaliser, en fait, ça parle beaucoup sur certains trucs, même dans les relations sentimentales, à un moment, on essaye d'expliquer les trucs, et il y a des moments, c'est un peu le paradoxe du film, en fait, il fonctionne sur ce paradoxe-là qui est assez intéressant en soi. C'est que voilà, on a tous ce moment où donc le personnage d'Anthony Mackie, Steve, va essayer donc de faire son expérience, il va se filmer et tout en mode il se filme plusieurs fois, et tiens, si je me mets là, je vais être dans cette époque, si je me mets là plus là vers machin, et puis il faut que je revienne à temps, sinon machin. Et c'est là je parle de rationalisation, ok, voilà, ils montrent ça pendant 5-10 minutes, j'aurais pu montrer ça pendant 2-3 minutes, hop, voilà. Mais non, je sais ce que tu veux dire. La question que je me pose, c'est comment se fait-il pour calculer, tiens, si je me mets là, je vais 300 ans en arrière, 200 ans, enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, et puis le moment où on se retrouve dans la guerre de sécession pour trouver la fille, oui, bon, comment a-t-il fait? Tu vois, c'est un peu simplifié. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu compliqué à gérer, parce que comment imaginons que ça arrive dans la réalité, soyons fous. Comment pourrait-on être sûr qu'on arriverait au bon moment? Déjà, où est-elle partie, dans quelle époque? Il y a un autre truc d'ailleurs qui m'a un petit peu frustré. Mince, on va pas dans le futur. Voilà. Finalement, ça va que dans le passé, cette histoire. Je sais pas si t'as remarqué. Tout à fait, oui. On se imaginer, moi, à un moment, on voit de la glace et tiens, peut-être une ère glaciaire future et tout. Non. On voit un mammouth, c'est pas possible. À moins que, peut-être c'est cyclique, retour des mammouths. Non, mais voilà, après, c'est des détails, mais on sent que c'est très compliqué il aurait fallu enrichir ça, mais d'une manière vraiment trop complexe. Ils ont voulu rendre abordable ce phénomène de voyage dans le temps et tout, ce qui est bien au moins, parce que c'est un film qui est particulièrement profond et compliqué, mais simple quand même. Et par contre, oui, la réussite, c'est dans la gestion des émotions, parce que on s'attache aux personnages, même on s'attache aux chiens des personnages à un moment. Ouais, j'aime bien les chiens. Elle me fait pleurer. Elle m'a fait pleurer 2 fois. J'ai vu le film 2 fois, ça m'a fait pleurer les 2 fois. Terrible. Voilà, le chien, quoi. Bon, il s'appelle Hawking en plus. Je sais pas si c'est une référence. Mais c'est voilà. Donc c'est un film qui réussit, hein. Mais en fait, on voit que c'est pas qu'il manquait de budget, mais ils auraient pu le porter encore plus loin. Il y a peut-être cette frustration-là, mais en même temps, avec les moyens qui se sont donnés, le film garde cette introspection aussi. Tu l'as dit, hein, sur ce duo. C'est un duo qui fonctionne avec beaucoup de duos dans ses films. C'est ça qui est drôle.
Là, c'est les amis, tu l'as dit, les frères, en film d'avant, un couple amoureux avant. C'est marrant, ils ont presque abordé tous les duos. On pourrait imaginer que le prochain sera le père et le fils, tu vois. Bon, là, il y a aussi le père et la fille. Hein. Mais. Non, mais tout à fait, ouais. C'est un duo qui parle beaucoup de duo, et c'est vrai qu'ils sont obsédés par ces relations-là, profondes, l'amitié, la fraternité et tout. Et ça ressort bien du film. Tant et si bien qu'à la fin, on s'en fiche des voyages dans le temps, c'est ça. Hein. C'est ça. Et on il faut qu'il retrouve sa fille, quoi. Après, tu vois, il distille des petits trucs, genre le gars vaudou, là, et puis après, il y a des... parce que oui, dans la Nouvelle-Orléans, donc il y en a un qui fait du vaudou à un moment. T'as un conquistador, voilà, un homme préhistorique, mais on n'en fait pas grand-chose, c'est plus pour le folklore, la guerre de sécession, un petit truc sur le racisme avec le Ku Klux Klan aussi, avec malheureusement le personnage d'Anthony Mackie qui se retrouve dans un sud raciste à l'époque du Ku Klux Klan. À un moment, il le dit d'ailleurs, oh merde. Voilà, donc il y a aussi une petite réflexion sur l'histoire américaine. Tu vois, il y a beaucoup de choses en fait. Oui. Et au final, ce qui m'a plu, c'est cette histoire émouvante, quoi. Voilà. Après le reste, côté Lovecraftien, le côté From Beyond, c'est très bien, mais j'aurais voulu voir plus de mystère. C'est là où d'ailleurs la première scène du film est géniale. Après, tu vois, on est trop dans une forme de tiens, on va faire une expérience, on va voir tiens si je me mets là pour aller à cette époque et tout. Voilà. Mais c'est quand même une vraie proposition intéressante de cinéma qu'il faut soutenir. Clairement, ça, je suis vraiment d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que t'as raison, hein, s'il y a une approche en plus, mais c'est souvent le cas chez eux, qui est quand même très réaliste, c'est-à-dire que tous les éléments, et là je reviens sur cette idée que t'as raison, hein, de rationaliser dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'effectivement à chaque fois qu'ils abordent quelque chose de fantastique ou qui confère un peu à la SF, qui est tout le temps Lovecraftien, de toute façon il y a pas une seule fois où il n'y a pas Lovecraft en fond, alors qu'il se réapproprie, mais il y a toujours ça. Il le ramène à des choses extrêmement concrètes, à des choses extrêmement qui sont de l'ordre du quotidien en fait. Et c'est comme ça que je disais qu'il y a ce lien entre l'intime et l'horreur cosmique. Et effectivement, là, et je pense que tu as totalement raison cette idée-là, c'est qu'à terme, finalement, le fait de ramener ça à quelque chose, et c'est quelque chose peut-être qu'ils n'arrivent pas encore à faire, le fait de ramener ça à quelque chose d'assez concret et d'assez quotidien, ils n'arrivent pas, je trouve, à relancer, à transformer l'essai pour que cette horreur qui est cosmique, qui devient quotidienne, ils n'arrivent pas à la relancer pour, à la fin, créer une sorte de vertige cosmique. C'est-à-dire qu'on reste sur quelque chose de concret à la fin, on reste sur ce quotidien, et ils en font pas quelque chose d'autre, ils ne transforment pas l'essai pour envoyer quelque part d'autre. Alors je trouve qu'à la fin de The Endless, un tout petit peu, parce qu'il y a quand même cette sorte de fin un peu apocalyptique, mais on revient quand même dans le quotidien. Et un petit peu dans Spring, tu découvriras, si tu as l'occasion de voir Spring, qui est, je trouve, une magnifique histoire d'amour. Mais ils arrivent à créer au sein de cette histoire d'amour quelque chose de très intime, quand même quelque chose des grands anciens, d'une entité qui vivrait depuis des années, des siècles et des siècles, et qui a, dans une certaine mesure, les traits de créatures Lovecraftiennes. Mais là, effectivement, dans celui-ci, on ramène quand même à quelque chose de très concret. Alors, je pense que c'est aussi un choix, hein, c'est une note d'intention aussi. Mais je trouve qu'ils ont du mal à retransformer l'essai une fois qu'ils ont ramené cette horreur cosmique dans la réalité, dans le quotidien. Ils ont du mal à la renvoyer dans quelque chose de cosmique à terme. Et cependant, c'est très Lovecraftien quand même, parce que le personnage d'Anthony Mackie, Steve, dans cette solitude un peu dépressive, on le retrouve souvent ce genre de personnage dans les romans ou dans les nouvelles de Lovecraft. Je sais pas, Lovecraft lui-même était un peu comme ça, très reclus, seul et tout. Donc finalement, c'est quand même très Lovecraft de ramener à la condition humaine et tout, après s'être perdu quelque part dans des méandres. C'est vrai qu'ici, le côté immensité cosmique, on nous le tease avec plusieurs plans de caméra vers le ciel, mais au final, bon, peut-être qu'ils vont développer un univers derrière, on va savoir, hein, tu sais, peut-être qu'ils sont en train de créer leur universe aussi, hein. Après le MCU du Mickey Cinematic Universe, on a peut-être le PMCU, le Benson Moorhead Cinematic Universe. Sérieusement, par contre, quelque part, c'est possible. Oui, puisque déjà... Donc, oui, puisque déjà, oui, comme on disait pour Résolution Endless, c'est exactement un même univers. Si tu regardes Spring, pour le coup, il pourrait très bien se passer exactement dans le même univers. Et là aussi, dans cette côté, encore une fois, très réaliste. Et même, il y a une approche du monde, des villes, notamment. Il y a une manière de traiter les villes. Et le fond, en fait, finalement, le fond cosmique est toujours le même, en fait. On pourrait toujours imaginer cette créature, sorte de dieu ancien qu'on voit dans The Endless, il pourrait très bien exister ici, puisqu'il existe aussi dans Spring, et donc il pourrait y avoir effectivement un univers partagé avec tout ça, en fait. Ce serait totalement pertinent, en fait. Et peut-être que là, on pourrait aller plus loin encore, et pouvoir justement... Peut-être que le symbole vient de cette créature d'une manière ou d'une autre, voilà, d'une sécrétion de cette créature, parce que, voilà, bon, la glande pinéale, tout ça, d'accord, c'est bien joli, mais il y a peut-être un peu plus derrière quand même, tu vois. Oui, tout à fait, ouais.
Mais c'est intéressant en tout cas cette idée de glande pinéale, mais oui, c'est clairement Stuart Gordon là-dessus. Il y a peut-être un peu de Cronenberg aussi, mais on va dire en mode léger quand même. On n'a pas vraiment de l'horreur, elle est là, mais oui, à un moment on voit quand même un cadavre démembré qui sourit. Oui. Il a eu cette dernière grande expérience et s'est fait déchiqueter probablement par soit un mammouth, soit le conquistador, on sait pas trop. Mais c'est sympa d'ailleurs. Voilà. Il y a peut-être une critique d'ailleurs de l'histoire de l'être humain là, avec les conquistadors qui ont probablement délogé les Indiens et tout. Voilà. À un moment on voit un Indien local au début aussi. Et puis le côté Ku Klux Klan et tout. Il y a aussi un témoignage de l'Amérique. Il y a beaucoup de choses en fait. On voit qu'ils essaient de poser des jalons de petits trucs. Et c'est là où je pense que le film aurait pris une demi-heure de plus pour développer certaines choses avec représenter quelque chose encore plus d'immensité. Mais là c'est pas vraiment de leur faute. Je pense qu'ils avaient un budget alloué. Voilà, ils ont réussi à se faire produire le film, mais c'est des petites boîtes de prod. Ils ont dû faire durer ça 1h40-45, pas plus, avec les moyens. Voilà, il fallait payer les acteurs aussi, parce qu'ils s'entourent quand même d'acteurs assez connus ici, 2 d'entre eux en tout cas. Donc voilà, après, il faut aussi se contenter de ce qu'on peut avoir, et comme je l'ai dit, c'est déjà sur l'approche et sur l'écriture, c'est un film qui est assez original, et qui, moi, j'aime bien, voilà, ce mélange un peu urbain à la Scorsese, c'est vrai, alors ça dure pas longtemps, mais on a ce truc-là. Il y a même des moments où ça peut rappeler un peu Alan Parker, tu vois, dans les films un peu... oui. Burning, Angel Heart, tu vois. Mais on voit qu'ils ont leurs petites influences comme ça, je pense. Mais ils ont leurs pattes à eux, et c'est à suivre, parce que quand des réalisateurs maintenant qui sont à leur 4e film, moi je pense qu'ils finiront par avoir un projet d'un plus gros studio un jour, et j'espère qu'ils auront la même liberté de création. Voilà, c'est surtout ça. Mais ça me fait penser comme ce que tu dis justement sur cette idée de peut-être qu'un jour ils te creuseront un peu plus cet univers aussi, parce que je l'ai vu à peu près au même moment. T'en as parlé avec Arthur récemment, qui était Possessor, donc je mettrai le lien en description. J'ai ressenti un peu, effectivement, il y a ce côté un peu frustrant évidemment, j'ai ressenti un peu la même frustration qu'avec Possessor, c'est-à-dire avoir un univers qui est extrêmement intéressant, mais dont on creuse pas vraiment en détail, où on court plein de lièvres à la fois. Mais on n'en chope jamais vraiment un, parce qu'on se concentre jamais sur un des lièvres. On voit tous les lièvres partir, on est content, et on les loupe à force de tous les regarder et à prendre le temps de les regarder, d'en parler un petit peu vaguement sans vraiment les poursuivre. Et j'ai ressenti un petit peu cette idée-là aussi, où effectivement les contours de son univers, alors c'est à la fois une qualité parce que ça te laisse à toi, spectateur, l'idée, le plaisir d'aller diégétiquement explorer les choses. Mais effectivement, ça peut être un peu frustrant parce que ça reste quand même, les contours restent assez nébuleux et assez peu définis. Et je trouve qu'un Possessor ressemble un petit peu à ça sur cette démarche-là. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... Oui, c'est ça. Mais voilà, on a des réalisateurs hyper prometteurs là, qui ont déjà leurs pattes, et qui ne demandent qu'à encore plus, je pense, explorer leur propre univers. Mais c'est normal, ils sont jeunes. Ils débutent. Enfin, Brandon Cronenberg, il a que 2 films. Ouais. Eux, c'est leur 4e film, mais ils sont, voilà. En 20-30 ans, ils seront toujours là à faire du cinéma, faut l'espérer, et ils vont faire de très très belles choses, je pense. Si les méchants petits Gremlins ne les mangent pas d'ici là, quand je parle de méchants petits Gremlins, c'est des gros studios qui leur donnent des biopics à faire, ou je sais pas quoi. Oui, encore un biopic, pourquoi pas, mais voilà, qui tombent pas à faire des films du MCU, de Disney, live action, parce qu'on a vu des exemples comme ça. Moins fou qu'il n'y paraît, genre c'est Barry Jenkins qui va faire la suite du Roi Lion par exemple, en live action, avec elle. Faudrait pas s'étonner un jour. En même temps, si on leur propose un tel projet, ils diront peut-être pas non, parce que si ça peut leur permettre de financer leur film, ça peut être un one-to-one. Ouais. Voilà, je m'égare, mais on connaît l'idée. Non, j'espère sérieusement qu'ils continueront à avoir cette créativité déjà premièrement, et qu'ils auront les moyens, parce que là ils les ont, là ça va. Vos moyens, je pense quand même que ça va à peu près. Il y a des beaux effets spéciaux. Les effets spéciaux sont très très jolis, oui, tout à fait. Oui. Donc, mais justement, après, ils n'ont pas pu non plus peut-être plus prolonger cet univers-là. Mais je pense qu'il y a moyen qu'ils créent un univers vraiment qui relierait leurs films, sans forcément qu'on ait la preuve un jour ultime que leurs films sont reliés. Mais on peut s'amuser à les imaginer dans le même univers. Voilà, même rien que le fait qu'on se l'imagine, en fait, c'est déjà fort. Ils ont, dans une mesure, même pas besoin de le faire, en fait. Simplement tisser des liens nous-mêmes, c'est déjà super. Et on n'a pas besoin de drogue de synthèse pour apprécier leur film. Voilà, c'est ça qui est bien. c'est important. Voilà, avec un bon verre d'eau à côté, ça s'apprécie très bien. Même si, effectivement, la drogue est un peu tentante, la synchronique est un peu tentante, parce qu'il y a des explorations assez cool. Oui, mais bon, après, il faut ressortir, parce que le bad trip est assez violent vu le résultat. Oui, voilà. Il faut pas emmener ton chien avec. Mauvaise idée. Oh, non.
Puis après, si tu tombes, je sais pas, ouais, dans un passé avec un dinosaure face à face, je pense que tu regretteras vite ta prise. Quand même. Alors, est-ce que tu as des petites choses à rajouter dessus, ou est-ce que tu as, par exemple, comme tu as tendance, tu donnes des notes sur un impressionniste, quelle note tu mettrais et pourquoi, tiens, sur... C'est marrant parce que c'est marrant, ça fait penser que pour notre imposé critique sur Gozu, je vais pas donner ma note, mais c'est la même, hein. Voilà, ouais. Comme ça on va faire un pont entre nos chaînes. C'est un très bon 7 sur 10, mais un 7 sur 10 qui, je préfère quand même Synchronique à Gozu, ouais. Ultimement, en sens, bon, voilà, parce que, pour revenir à Gozu, vite fait comme ça, tiens, voilà. Oui. Si tu es le parallèle. Gozu, t'es un peu bancal, mais t'es très fantasque et tout, on va s'en souvenir pendant des lustres. Celui-ci est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus, voilà, mais peut-être plus frustrant que Gozu. Donc voilà, c'est assez amusant, on peut faire des parallèles. Donc voilà, un bon 7 sur 10, c'est un des vrais bons films de cette année quand même, parce que mine de rien, 2021 au cinéma, hein, vous connaissez un petit peu le contexte, malheureusement. Et dire qu'il y a des films comme Teddy ou La Nuée, que toi t'as eu la chance de voir, qui nous attendent là, Sainte-Maud, alors Sainte-Maud qui est sorti en Angleterre, hein, je crois uniquement en DVD. Oui. Voilà, donc bon, voilà, il y a quand même des films comme ça qu'on a envie de voir, qu'on va finir par voir, hein, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, mais bon. Donc ça fait plaisir de voir ce genre de film qui est sorti d'ailleurs début mars en DVD, hein, en France. Mais il y a beaucoup de choses, ça, comme tu en parles, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup. Alors malheureusement peut-être parce que évidemment c'est des films qu'on aurait peut-être préféré voir en salle pour certains s'ils avaient eu l'occasion de sortir là-dedans. Mais c'est vrai que tu parles très bien de La Nuée parce que je sais pas justement où est-ce que ça va arriver au bout d'un moment. Possessor qui est sorti direct en DVD, je sais pas si par exemple il serait sorti en salle. J'ai vu récemment le dernier de Jennifer Kent, The Nightingale aussi, qui est un film absolument extraordinaire, mais dont je ne sais absolument pas. Il est sorti en DVD direct, donc je sais pas s'il aurait eu la chance d'aller en salle. Donc finalement, actuellement, c'est en DVD qu'il faut aller farfouiller en fait, parce que mine de rien, le cinéma continue à exister hors des plateformes et on trouve des trucs en DVD intéressants quand même. Et oui, c'est vrai. Et ça aide l'industrie. Voilà, il y a les plateformes qui aussi prennent les bons risques. Hein, voilà. On a eu Amazon Prime qui a sorti le très bon Palm Springs cette année, voilà, que je conseille. C'est un film sur une boucle temporelle d'ailleurs, donc c'est toujours fun à voir. Et puis voilà, non, c'est vrai, des DVD, direct ou DVD, il faut être curieux, il faut voir ce qui sort et tout, parce que tout malheureusement n'est pas annoncé. Et c'est vrai que tiens, The Nightingale figure sur ma liste aussi. Hein. Il paraît qu'il y a un bon film aussi sur Netflix qui est sorti qui s'appelle Love and Monsters. Oui, j'ai vu ça aussi. Qui est sorti aussi là, je crois. Voilà. Bon, après, on verra. Hein, qualité peut-être inégale parce que Monster Hunter c'est quand même Paul W.S. Anderson qui. Voilà. Bon, hein. Au pire, ça va être rigolo. Ça. Puis le Godzilla vs Kong qui visiblement finira lui aussi en VOD. Voilà, on va se contenter de ce qu'on a et puis on attendra que tout rentre dans la norme, pas la normale, mais justement en attendant, hein, essayez de vous procurer ce Synchronique, je pense que. Ouais, puis je trouve que la démarche d'aller en DVD, je trouve que c'est bien parce que moi j'ai l'impression quand j'achète un DVD d'aller au cinéma quand même, c'est-à-dire de payer une place entre guillemets pour le film et ça j'aime bien ce côté-là. Oui, puis t'as l'objet sacré dans la collection, voilà. Tout à fait. C'est ça qui est bien. Parce que le VOD, voilà, ça s'en va et ça revient, comme dirait l'autre. Enfin, là, c'est plutôt ça s'en va bon une fois que c'est passé, quoi. Et ça fait des tout petits. C'est vraiment bien. Donc, je vais m'intéresser aux deux autres films, parce que j'avais beaucoup aimé The Endless. Hein. J'en avais parlé sur ma chaîne à l'époque, d'ailleurs. C'était Arto, qui nous l'avait conseillé. Puis après, du coup, de fil en aiguille, on te l'a conseillé. Voilà, et moi, c'était une super découverte. Donc voilà, c'est un duo qu'il faut suivre de très très près. Et puis, en espérant que, comme celui-ci a été fait quand même, hein, il a été tourné en 2018, donc ils sont peut-être déjà en train de travailler le prochain, faut espérer. Et puis effectivement, ils ont des acteurs quand même qui sont plus bankable que d'habitude, puisque The Endless c'était eux qui étaient les héros pour le coup, et les autres, la troupe d'acteurs autour était un peu moins connue. Là, pour le coup, on peut peut-être espérer aussi que le fait d'avoir cette vitrine que sont ces deux acteurs-là, peut-être l'un étant issu du MCU et l'autre de 50 Shades of Grey pour prendre cet exemple-là, alors qu'il n'est pas d'ailleurs imitable qu'à ça puisqu'il a joué dans d'autres trucs depuis, mais en tout cas qui avait une visibilité, peut-être que ça peut attirer des gens qui seraient pas forcément allés voir ça autrement et qui vont trouver dans des rayons de DVD ou autre chose et tomber dessus et se dire tiens ça me titille, pourquoi pas, je connais ces deux acteurs, donc je pense que peut-être ça peut être une vitrine intéressante ces deux acteurs-là, en tout cas j'espère pour eux. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire bientôt. Oui. Quel duo vont-ils nous trouver? Parce que là, deux sœurs, ils n'ont pas fait avec deux sœurs. C'est vrai. Ils n'ont pas fait beaucoup de femmes pour le coup. Ils ont fait plutôt en plus, c'est souvent dans tous ces films, à part Spring pour le coup, mais on suit quand même l'homme principalement. C'est quand même des histoires d'hommes principalement quand même. Mais là pour le coup, ce serait intéressant, on va les voir traiter aussi
une amitié ou une histoire d'amour entre deux personnages féminins, par exemple, ce serait chouette aussi de les voir un peu dans cet exercice-là. Ils pourraient faire une sorte de teen movie aussi. Il y a plein d'ouvertures possibles. Ça, je pense qu'ils ont des idées. Je pense qu'ils ont des idées. Oui, ils sont intelligents, voilà. Et puis ils ont une note d'attention, vraiment, ils ont une patte, donc c'est chouette, c'est ça qui est chouette. Et en plus, ils sont actifs sur les réseaux, donc peut-être que grâce à Twitter, ils tomberont sur ce podcast. Bon, j'espère qu'ils ont appris le français. Non mais voilà. Après tout, ils sont à Orléans, donc peut-être que. Mais oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Pas savoir. Non, mais bon, voilà. En tout cas, non, mais il faut découvrir ce film. Et puis le reste aussi, hein. Endless, et puis les autres que je vais découvrir aussi. Oui, voilà, ça sera l'occasion, pourquoi pas, de rééchanger d'ici un prochain podcast, si ça t'intéresse, de discuter autour de notre film, ce sera un grand plaisir. Et bien sûr, après le MCU, le BMCU, voilà, on va croiser, et on finira par faire une sorte de grande théorie finale, le cinéma de Mickey, le cinéma de Benson Moorhead, aussi bien, on trouvera des ponts, hein. On pourra toujours trouver des ponts, de toute façon. Mais oui, parce que dans Good, il y avait une histoire d'Alice au Pays des Merveilles, une autre forme de drogue de synthèse, peut-être. Bien sûr. Et puis ouais, on peut très bien interpréter effectivement Alice au Pays des Merveilles comme un trip sous LSD aussi, donc c'est ça. Ça fonctionnerait aussi. Non, mais en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi de Synchronic. Je pense que oui. Et puis il faudra suivre leur actualité parce que ça peut popper très vite un film chez eux. Bien sûr. Et puis comme c'est des petits films aussi dont on va pas forcément parler de la construction et dont on va apprendre parce que Synchronic c'est le cas, mais c'est un truc que j'ai entendu parler vraiment. Très récemment en fait, même s'il est sorti en 2018 aux États-Unis, il me semble qu'il est sorti aux États-Unis quand même, mais mine de rien voilà, on l'a su un petit peu comme ça au dernier moment. Alors c'est pas une mystery box de J. Abrams non plus, mais on apprend un peu au dernier moment, donc c'est assez intéressant aussi quand on le saura. Je pense qu'on se jettera dessus avec grand plaisir. C'est clair. Donc en tout cas, sorti en 2000. Oui, en 2020 là. 2020 celui-là, pardon. Autant pour moi. Ouais. Il avait été présenté un an avant au Festival international du film de Toronto, hein, donc. Je pense que ça fait bien 2-3 ans qu'ils avaient le film en boîte. Bien sûr, oui. Et 2018, pardon, oui, c'est Endless, excuse-moi, tu avais raison. Ils ont de l'avance, ça veut dire qu'ils prennent de l'avance avant leur sortie, c'est bien. C'est très bien. C'est des gars prévoyants. J'allais dire prévisibles, non, justement, prévoyants plutôt. Prévoyants et imprévisibles. Voilà, magnifique. Magnifique. Ça leur va très bien. Alors, en tout cas, écoute, un grand merci d'avoir échangé à ce sujet, sur ce très beau film, en tout cas, est intéressant. Je suis content qu'il t'ait plu. Ah oui, il m'a plu. Moi, j'aime bien ce genre de cinéma, même s'il peut y avoir des défauts. Bien sûr. C'est jamais, c'est jamais foncièrement raté ce genre de film. C'est fait avec le cœur. Et c'est ça qui compte. Le cinéma est fait pour vivre aussi avec les défauts de ses œuvres. Hein. Le film parfait n'existe pas de toute façon. Ce qui fait le côté unique d'une œuvre aussi, c'est ses défauts et son humanité en fait. Vraiment. Donc. On s'empirait devant un film parfait. Oh, des fois. Hein. Mais bon, même un film parfait. Objectivement, si on peut dire ça comme ça, des défauts. Bien sûr. Voilà. Moi, un film parfait a probablement des défauts. Tu vois, tous les défauts font partie de la qualité d'une œuvre, même magistrale. Donc voilà. Et on les aime comme ça aussi. Moi, je pense qu'il y a des films qu'on aime grâce à parce que leur qualité, mais aussi parce que leurs défauts. Tout à fait. C'est ce qui les rend attachantes et humaines. C'est une belle conclusion pour ça d'avance. C'était une très bonne discussion de conclusion, ça. La magie du 7e art. Voilà, tout à fait. Eh ben écoute, en tout cas, un grand merci à toi pour ta présence et tes réflexions et tes digressions autour de cet excellent film pour ma part, je trouve, mais de celui que tu as trouvé très bon de ton côté. Merci Romain, c'est un plaisir. C'est pas au débeauté, mais c'est toujours plus ou moins du débeauté quand même. Voilà, on est quand même sur un petit débeauté, une petite discussion comme ça vient, donc c'est ça qui est chouette aussi. On part sur un film, ça, on sait pas de quoi ça va parler, mais enfin de quoi on va parler, mais le débeauté retombe toujours sur ses bottes. Ah bah bien sûr. Écoute, un grand merci à toi. Et puis à très bientôt à tous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne de Jules Melon. Je mettrai le lien en description. Allez mater ces moultes impro ciné critiques parce que il y a de la richesse et il y a de quoi faire. Donc il y en a beaucoup. On va dire que tu es très prolifique. C'est ça, oui. Pas trop, mais bon, en même temps, ça me permet de visionner différents styles de films, hein, de passer d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre, d'un genre à l'autre. Bien sûr. C'est ça aussi la richesse de cet art que nous aimons tous. Tout à fait. Et puis écoute, à une prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis belle soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao.